Je devais traiter des transplantations ABO incompatibles et des transplantations chez les patients très immunisés. En fait, j'ai choisi de ne parler que du second sujet. D'abord parce que les problématiques se ressemblent beaucoup. Et je serai à votre disposition pour répondre à des questions sur les transplantations ABO incompatibles. Mais il me semble que le sujet de la transplantation des hyperimmunisés est un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est un sujet avec beaucoup de controverses, un sujet qui est très technique et très complexe. Et de manière à pouvoir expliquer quels étaient les enjeux, il me semblait qu'il fallait me concentrer sur ce sujet. Alors je pense qu'on ne peut pas comprendre le sujet sans comprendre un petit peu ce qu'est le système HLA. Je pense que tout le monde n'est pas forcément familier dans l'assistance avec ce qu'est le système HLA. Donc je vais commencer par décrire un petit peu quels sont les éléments de ce système HLA, puis ensuite je vous dirai comment est-ce qu'on peut transplanter ces patients, dont je vous montrerai qu'ils ont un accès à la greffe qui est extrêmement réduit. Alors on va suivre un cas clinique, finalement c'est peut-être la façon la plus réaliste et la plus convaincante pour vous rendre compte du sujet. Donc c'est une patiente de 40 ans, c'est une histoire qui est presque vraie, qui consulte après 4 ans d'attente en transplantation. Donc en fait, elle est inscrite depuis 4 ans et elle vient avec une question qui arrive assez souvent chez ces patients quand ils reviennent dans le centre de transplantation à leur demande, qui est ça fait 4 ans que je suis inscrit, j'ai jamais été appelé, je me demandais si vous ne m'aviez pas oublié, je voulais en avoir la certitude. Et donc on ne l'a pas oublié, mais cette patiente, vous allez voir, elle a des caractéristiques qui font que son accès à la greffe est particulièrement compliqué. Donc c'est une patiente qui a peu d'antécédents en dehors de ses antécédents néphrologiques, elle a une neuropathie malformative, elle a été transplantée une première fois il y a relativement longtemps, à une transplantation qui a duré plutôt longtemps également. Et au cours de sa transplantation, elle a eu 2 grossesses et une fausse couche spontanée. Elle a eu un bilan d'évaluation pour sa greffe qui était sans particularité en dehors de la présence d'anticorps anti-HLA, avec des mots un peu barbares que je décrypterai après. Elle a un PRA classe 1 à 82%, un PRA classe 2 à 89% et un TGI, ce n'est pas le tribunal de grande instance, je vous dirai à peu près ce que c'est, à 97%. Et elle vient pour cette première question que j'ai donnée, mais également parce que son frère se propose pour lui donner un rein et que finalement, elle voudrait savoir si c'est possible. Alors, on parle souvent des anticorps anti-HLA, mais donc s'il y a des anticorps anti-HLA, c'est qu'il y a un système HLA. Alors, c'est quoi le système HLA? Et c'est important de le comprendre pour la suite. Donc, dans le système HLA, il y a 2 types de molécules. Il y a des molécules HLA de classe 1, on les appelle A, B, C, et puis ces molécules sont présentes sur toutes les cellules, à une exception qui est celle des globules rouges. Et puis, il y a des molécules HLA qu'on appelle de classe 2, qu'on appelle D quelque chose, donc DR, DP, DQ, qui ne sont pas présentes là sur toutes les cellules, qui sont présentes sur les lymphocytes B, c'est-à-dire les lymphocytes qui vont participer à la production des anticorps, présentes sur les lymphocytes T activés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà rencontré un antigène, et puis sur les cellules de la lignée myélomonocytaire, c'est-à-dire, entre autres, les cellules qui vont présenter les antigènes aux lymphocytes T. Et donc, ces molécules HLA vont avoir 2 rôles. Le premier, c'est qu'elles vont certifier l'appartenance au soi. Pour faire simple, il faut imaginer que le système immunitaire, c'est une espèce de patrouille qui circule dans l'organisme et qui a, entre autres, comme mission de vérifier que chaque cellule appartient bien à l'individu dans lequel elle patrouille. Et ce qui va permettre à une cellule de montrer une carte d'identité, ce sont ces molécules HLA de classe 1 et de classe 2. Classe 1 surtout. Le deuxième rôle des molécules HLA, c'est de présenter l'antigène aux lymphocytes T. Donc vous voyez que ces molécules HLA, elles ont un rôle très important dans le soi, dans la reconnaissance du soi, et que si un individu a des anticorps qui sont dirigés contre des molécules HLA, un organe qui porte ces molécules HLA ne pourra pas lui être transplanté. Donc les anticorps anti-HLA forment une barrière à la transplantation, barrière formelle, un peu comme l'incompatibilité ABO. Alors s'il y a des molécules, s'il y a des protéines, c'est qu'il y a des gènes. Et donc les gènes qui codent pour les molécules du HLA, elles sont sur le chromosome 6. Et donc vous voyez qu'il
il y a un gène A, il y a un gène B, il y a un gène C pour les molécules de classe 1. Ces gènes, ils sont sujets à un polymorphisme. C'est quoi un polymorphisme? C'est une variation. Par exemple, les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux verts, c'est un polymorphisme. D'accord? Ben là, il y a des polymorphismes de ces molécules qui fait qu'il y a un très grand nombre de molécules HLA de classe A, par exemple. Enfin, de molécules HLA A, par exemple. Vous voyez qu'il y a 214 molécules A. Il y a 108 molécules C, il y a 425 molécules C. B, pardon. Et donc ces molécules vont s'arranger de façon aléatoire et donc créer des combinaisons. Et si on prend toute cette diversité, on aboutit à 10 milliards de combinaisons. C'est-à-dire que globalement, vous avez plus de chances de gagner au loto que de trouver deux individus qui possèdent le même groupe HLA. D'accord ? Alors, il y a deux chromosomes. Donc sur chaque chromosome, vous avez toutes les molécules HLA, et sur l'autre chromosome, vous avez toutes les molécules HLA. Donc le groupe HLA d'un individu, c'est ce qu'il a hérité d'un chromosome de son père et d'un chromosome de sa mère. C'est ce que vous voyez ici chez un enfant. Donc le groupe HLA du père, par exemple, de la mère. Et donc là, c'est ce qui était porté par un chromosome, on appelle ça un allèle. Et puis là, ce qui était porté par le chromosome de la mère. Et donc, cette personne a eu ce groupe HLA défini tel qu'il est là. Donc quand cette personne a un frère ou une sœur, donc là, on était dans le cas, par exemple, de la patiente qui a, on va dire, ce groupe HLA. Si elle a un frère, ce qu'elle vous affirme, il y a trois possibilités pour son frère. Son frère peut être HLA identique. Lors de la deuxième grossesse, le père et la mère ont donné exactement les mêmes allèles, les mêmes chromosomes. Et donc, il y a une chance sur 4 que ce soit arrivé. Le frère peut être semi-identique, c'est-à-dire que l'un des deux parents, ici le père, ici la mère, a donné le même chromosome, le même allèle, mais l'autre parent a donné l'autre allèle. Et puis, les frères et sœurs peuvent être HLA strictement différents. Les deux parents ont donné les deux allèles différents. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle une transmission codominante, parce que sur les cellules, dans chaque cellule, les deux gènes vont être exprimés, et donc on va retrouver l'ensemble de ces molécules à la surface des cellules. Donc voilà pour le système HLA. Après, comment est-ce qu'on peut acquérir des anticorps anti-HLA? Quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut avoir ce qu'on appelle une immunisation anti-HLA? Alors la première et la plus fréquente, c'est la grossesse. Donc vous avez bien compris qu'un enfant, il porte l'allèle de sa mère et l'allèle de son père. Donc pendant la grossesse, le système immunitaire de la mère n'a pas de souci avec ce qui vient du patrimoine génétique de la mère, mais en revanche, le système immunitaire de la mère va reconnaître l'allèle du père comme étranger. Et donc, il y a possibilité pour la mère de faire au cours d'une grossesse des anticorps anti-HLA qui sont dirigés contre les antigènes HLA du père transmis à l'enfant. On estime que dans une première grossesse, ça concerne 25% des femmes et qu'après 3 grossesses avec le même père, il y a environ 50% des femmes qui ont une immunisation anti-HLA. Donc vous voyez que c'est très fréquent dans la population d'avoir des anticorps anti-HLA, en tout cas chez une femme. La deuxième modalité, qui est moins fréquente, c'est la transplantation. On essaye de faire des transplantations le plus compatibles possible, mais vous avez bien compris que si on voulait faire de la transplantation HLA totalement compatible, ce serait illusoire, on transplanterait que les gens qui ont la chance d'avoir un frère jumeau identique. Donc on peut s'immuniser au cours d'une transplantation contre les antigènes HLA différents portés par le greffon, et vous remarquerez, même en présence d'immunosuppresseurs. Et puis la dernière modalité, c'est la transfusion érythrocytaire. Alors c'était surtout fréquent lorsqu'on transfusait du sang total dans lequel il y avait des leucocytes. Aujourd'hui, vous savez que le sang est déleucocyté, donc théoriquement,
il ne doit pas y avoir de molécules HLA, puisque je vous ai dit que les globules rouges n'en portent pas. En fait, il y a toujours un peu de leucocytes, il y a des microparticules dans le sang qui peuvent porter des molécules HLA, et donc il y a quand même un risque d'immunisation, même s'il est relativement réduit. Donc vous voyez que chaque fois qu'un patient qui est candidat à une transplantation a été dans une de ces situations, il est susceptible d'avoir des anticorps anti-HLA. Donc finalement, le seul groupe de personnes qui ne risquent pas d'avoir un anticorps anti-HLA, ce sont les hommes qui n'ont jamais été transplantés, jamais été transfusés. Est-ce que c'est fréquent? Eh bien, vous voyez que c'est très fréquent, puisque ici, vous voyez les patients qui sont immunisés parmi les patients qui sont en attente de transplantation. Et vous voyez qu'il y a environ 50% des patients qui sont immunisés, et que les patients qui sont très immunisés, au-delà de 80%, je vous expliquerai ce que c'est, ça représente presque 20% des patients. Alors souvent, si vous êtes infirmière dans un centre de dialyse, vous piquez des anticorps anti-HLA, et vous le faites de façon régulière. Alors, c'est important également pour la suite de savoir ce qu'on fait de ce tube et de savoir comment on recherche les anticorps anti-HLA. Alors, globalement, il y a deux façons de les rechercher. Il y a une façon qui n'est pas très sensible et une façon qui est très sensible. La façon qui n'est pas très sensible, c'est de prendre des lymphocytes qui sont issus d'un panel de donneurs de sang, de mettre le sérum du patient et de mettre également du complément. S'il y a des anticorps anti-HLA qui sont présents dans le sérum du patient, il va y avoir une lyse des cellules. Et donc, selon l'intensité de la lyse, on va pouvoir définir le pourcentage d'anticorps. Donc, on va dire, par exemple, quand on dit que le PRA, qu'on appelle le panel reactive antibody, est à 80%, ça veut dire que le sérum de votre patient détruit 80% des lymphocytes d'un panel de donneurs. D'accord? Donc il reconnaît environ 80% des spécificités HLA. On peut identifier par des modèles statistiques les spécificités qui sont présentes dans le sérum simplement avec ces tests. C'est un test qui est relativement grossier, pas très sensible, qui détecte les anticorps seulement s'ils sont présents à un taux élevé. Et puis il y a des techniques qui sont plus sensibles, où cette fois-ci on ne va pas prendre les cellules de donneurs, on va prendre des billes, des microsphères sur lesquelles on va planter les molécules HLA, et on va faire passer le sérum, qu'on va ensuite révéler avec un autre anticorps et une fluorescence. On va ensuite laver, et ce qui va rester, ce sont toutes les billes qui ont été accrochées par un anticorps. Donc là, on pourra non seulement déterminer qu'il y a des anticorps, mais on pourra déterminer de façon très précise leur spécificité et l'intensité de la fluorescence qui est donnée, qui donnera une idée de la concentration, de la quantité d'anticorps qui est présente dans le sérum. Donc ces anticorps anti-HLA, vous les recherchez relativement souvent. Il est recommandé, pour que les patients puissent être dans les programmes de priorité, de le faire tous les 3 mois pour les patients immunisés, et pour tous les autres patients, de le faire tous les 6 mois. Lorsqu'un patient est appelé pour une transplantation, on fait exactement la même chose, en faisant un cross-match, sauf qu'au lieu d'avoir un panel de donneurs, on a les cellules du donneur, contre lesquelles on va faire passer le sérum du receveur, et on va faire les mêmes techniques de cytométrie avec les cellules du donneur et le sérum du receveur. Alors en fait, je vous ai présenté une situation extrêmement simplifiée. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des tas de techniques concurrentes, des tas de controverses sur la meilleure, la plus sensible, la plus spécifique, sur le fait qu'on présente réellement bien la molécule HLA telle qu'elle est quand on la met sur une bille par rapport à ce qu'elle est sur une cellule. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je pense qu'avec la diapo précédente, vous avez les éléments clés pour comprendre. Alors, on en revient à la patiente, et vous avez évalué son frère, et il est semi-identique.
Mais la patiente, comme c'était probable dans cette situation, a des anticorps anti-HLA qui sont dirigés contre certains antigènes HLA de son frère. Et donc, ce que vous rend le laboratoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, vous avez ici toutes les barres représentent une spécificité contre laquelle est dirigé un anticorps HLA présent chez la patiente. Donc, autant de barres qu'il y a d'anticorps. Puis vous voyez qu'il y a des barres qui sont très hautes, elles indiquent la concentration de l'anticorps. Donc plus la barre est haute, plus il y a d'anticorps. Et donc ça se définit par ce qu'on appelle la MFI, c'est-à-dire l'intensité moyenne en fluorescence. Et donc ce qu'on a pu définir, enfin ce que les études ont pu définir, c'est qu'en fonction de la concentration de l'anticorps, le risque de la transplantation varie. Qu'il y a des zones où il y a des zones où le risque lié à une transplantation est très faible. Si la MFI est inférieure à 500, c'est assez consensuel, le risque de faire un rejet lié aux anticorps anti-HLA est extrêmement faible, voire nul. C'est même pas sûr qu'il faille considérer que le patient a des anticorps. Il y a une espèce de zone grise entre 500 et 1000, et au-delà de 1000, le risque devient significatif, et probablement, au-delà de 3000, il devient très important. Donc il y a une notion de risque qui est liée à la concentration, et vous voyez que pour cette patiente, les anticorps dirigés contre son frère sont représentés ici, donc on est dans une zone qui est entre modéré et haut risque. Donc quelles sont les possibilités pour cette patiente, une fois qu'on a dit ça? Donc elle est sur la liste d'attente pour une transplantation à partir d'un donneur décédé. On peut dire, on laisse la situation telle qu'elle est, et elle a un TGI. Donc TGI, ça veut dire taux de greffon incompatible, qui est à 97%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les 5 années précédentes, il y a 97% des reins ABO compatibles qui étaient porteurs d'antigènes contre lesquels elle avait des spécificités anti-HLA, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas lui être attribués. Donc vous voyez que la probabilité qu'a cette patiente d'être transplantée, elle est extrêmement faible. On sait que globalement, les patients immunisés attendent plus que les autres, mais pour les patients hyper immunisés qui sont dans des TGI qui dépassent 95%, on est dans une catégorie de patients qui est virtuellement ingreffable. Donc, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Alors, l'autre solution, c'est le don croisé. Donc, vous voyez ici, on est dans une situation où finalement, le frère veut donner à la sœur, mais il y a un cross-match qui rend incompatible, présence d'anticorps HLA, qui rend incompatible le don. En revanche, le frère pourrait donner à une autre personne qui, par exemple, n'aurait pas d'anticorps anti-HLA, mais qui aura un donneur qui ne pourrait pas donner à cette personne, mais pourrait donner éventuellement à la sœur. Donc c'est ce qu'on appelle le don croisé, c'est-à-dire qu'on identifie deux paires de donneurs-receveurs qui, entre elles, ne peuvent pas donner, mais qui, en croisant les donneurs et les receveurs, permettent de faire les transplantations. Donc c'est un programme qui est autorisé en France depuis la révision de la loi de bioéthique de 2011. Vous voyez ici le nombre de transplantations que ça représente. 0 en 2013, 4 en 2014. Autrement dit, je ne rentrerai pas dans les détails de la loi de bioéthique pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, mais globalement, ça a été fait pour que ça ne marche pas. Donc, globalement, ce n'est pas une solution, en tout cas, ce n'est pas une solution avec la loi française. Donc après, la solution, c'est de dire, on va faire une transplantation, mais on va tolérer qu'elle soit incompatible, c'est-à-dire tolérer de mettre à cette patiente un transplant dont on sait qu'il porte des spécificités HLA, contre laquelle la patiente a des anticorps. Alors, on ne le fait pas parce que ça expose à deux risques historiques de rejet, qui sont le rejet hyperaigu. C'est un rejet qui survient pendant l'intervention, c'est-à-dire que le chirurgien déclampe l'artère, le sang arrive dans le rein, il devient tout noir,
il y a un rejet, c'est fini. Et puis l'autre type de rejet, c'est le rejet accéléré. Ça survient en général dans les tout premiers jours, mais l'évolution est aussi dramatique. Alors, on sait maintenant que ces situations, elles ne s'observent que lorsque l'anticorps est présent à un taux extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on est dans des cas où on a une MFI qui est supérieure à 3000, et surtout qu'on a un cross-match en lymphocytotoxicité, c'est-à-dire la première technique dont je vous ai parlé, qui n'est pas très sensible, qui est positif. Mais que dans les autres circonstances, on va peut-être avoir un rejet, mais pas de cette gravité, un rejet qui pourra éventuellement être accessible à des traitements. Néanmoins, il faudra accepter que la survie, ici, vous voyez, de ces patients qui ont été transplantés avec un anticorps spécifique dirigé contre le greffon, va être un peu moins bonne que lorsqu'on n'est pas dans cette situation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accepter un organe qui porte une spécificité HLA contre laquelle le receveur possède un anticorps? Donc, je vous ai dit, les conditions, c'est que au moment de la transplantation, le taux de l'anticorps soit faible, c'est-à-dire une MFI qui va être inférieure au seuil. Alors, le seuil, il est éminemment discutable, c'est pour ça que j'ai mis seuil ici. Souvent, c'est 3000, mais c'est très discutable. Et que le cross-match soit négatif en lymphocytotoxicité, mais on peut accepter qu'il soit positif en cytométrie, c'est-à-dire la technique sensible. Ça peut être soit spontanément, c'est-à-dire qu'on peut regarder les spécificités anti-HLA, éliminer d'emblée celles pour lesquelles on avait une MFI qui était inférieure au seuil, élargir le spectre des donneurs et finalement s'en tenir à là. On peut également faire un traitement, c'est ce qu'on appelle la désimmunisation ou la désensibilisation, pour diminuer le taux des anticorps, voire éventuellement les faire disparaître, en sachant que quand on fait disparaître un anticorps, on ne fait pas disparaître les cellules qui sont capables de fabriquer ces anticorps. Si vous êtes vacciné, vous avez fabriqué des anticorps. Ces anticorps peuvent disparaître, mais quand on va vous faire un rappel, ces anticorps vont apparaître très vite. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent très vite? Parce que les cellules qui les fabriquent sont toujours présentes. Donc la désensibilisation, elle peut être ciblée, c'est-à-dire que dans le cas d'un donneur vivant, on va regarder, dans le cas de l'exemple que je vous ai donné, les deux spécificités, simplement, puis on va regarder si elle diminue en dessous du seuil, de manière à pouvoir faire une transplantation dans des conditions acceptables, ou bien elle ne va pas être ciblée. Là, il n'y a pas de donneur vivant. On est toujours pour un patient qui attend un transplant sur la liste. Et donc, on va essayer de le débarrasser de la plus grande partie des anticorps anti-HLA, de faire baisser la concentration de la majeure partie de ces anticorps anti-HLA. Pour que ce soit efficace, il faut que le patient puisse en même temps avoir une priorité, c'est-à-dire qu'on lui fait ce traitement de désimmunisation, on va faire baisser ses anticorps, mais il faut qu'il soit encore plus en priorité qu'il l'était auparavant. Donc, il peut avoir accès, dans le cas de programme de l'Agence de biomédecine, à une priorité interrégionale, c'est-à-dire que tous les reins ABO compatibles vont pouvoir lui être proposés pendant une période limitée de temps. Et si le patient a des critères spécifiques qui sont d'avoir moins de 60 ans, d'attendre depuis plus de 3 ans et d'avoir un TGI très élevé. Et donc le principe, c'est de supprimer progressivement les spécificités avec des MFI qui sont inférieures au seuil, donc d'augmenter le panel, le nombre de greffons que le patient peut accepter, tout en sachant qu'il a quand même des anticorps contre ce greffon, mais à des taux qui sont relativement faibles. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire une désimmunisation, une désensibilisation? Il y a autant de protocoles que de centres de transplantation. Donc, je vais vous donner les moyens, je vais vous donner quelques exemples, mais je ne vais pas vous donner une recette particulière. Donc, dans les moyens, la première, c'est d'enlever mécaniquement les anticorps, c'est-à-dire de faire des échanges plasmatiques ou de l'immunoadsorption. Je vous en dirai un mot après. On peut essayer d'inhiber les anticorps
Alors, je ne vous parlerai pas de l'eculizumab qui n'est pas utilisé en désémination, mais je vous parlerai des immunoglobulines polyvalentes. On peut essayer de détruire les cellules qui fabriquent les anticorps, soit en ciblant les lymphocytes B, soit en ciblant les plasmocytes. Et puis, de toute façon, il faudra également que le patient, dans le même temps de la désimmunisation, reçoive un traitement immunosuppresseur, quasiment comme si il était greffé, alors qu'il ne l'est pas. Donc, pour enlever les anticorps de façon mécanique, il y a deux techniques. La première, c'est l'échange plasmatique. Donc, ça consiste à soustraire du plasma et à le remplacer par un produit de substitution, donc en général du plasma frais congelé. Et puis, la deuxième technique, c'est l'immunoabsorption. Donc, on va faire une absorption sélective ou spécifique d'une protéine. Donc là, ce qu'on veut éliminer, ce sont des anticorps, donc des immunoglobulines. Donc, on va les absorber sur une protéine particulière, la protéine A. L'avantage de l'immunoabsorption sur les échanges plasmatiques, c'est que c'est plus efficace, que ça n'enlève que les anticorps, ça n'enlève pas les protéines de la coagulation, par exemple. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus cher. Les immunoglobulines polyvalentes, c'est un peu miracle, ça fait tout. Ça neutralise les anticorps, ça oriente la réponse immunitaire vers de la tolérance, ça empêche les cellules de fabriquer des anticorps, ça détruit les cellules qui fabriquent des anticorps. Ce sont des produits qui sont un peu miraculeux, qui sont utilisés dans plein de maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires. Est-ce que ça marche ? Donc là, vous voyez, c'est une étude où les auteurs ont comparé des patients qui soit n'avaient rien eu, soit ont eu un traitement par des immunoglobulines polyvalentes et sont restés sur la liste d'attente, donc en attendant un greffon compatible. Ce qu'on voit ici, c'est le PRA, donc le pourcentage de cellules détruites par les anticorps. Vous voyez ici ce qui se passe pour les patients qui n'ont pas eu de traitement, ils restent stables. Et pour les patients qui ont eu des IVIG, donc des immunoglobulines polyvalentes, ils diminuent, ils passent globalement de 80% à 50%. Donc effectivement, on élimine des anticorps. Quand on regarde, est-ce que ça permet de transplanter les patients ? Oui, vous voyez qu'il y a plus de patients qui vont être transplantés parmi les patients qui ont eu des IVIG et que ça va réduire leur durée d'attente de 5 ans, de 10 ans à 5 ans. Donc c'est efficace pour éliminer les anticorps et pour permettre aux patients d'avoir un accès à la transplantation. Est-ce que ça permet également d'avoir une transplantation qui est viable ? Donc là, c'est une étude qui a 5 ans, mais il y a une étude assez similaire qui a été publiée il y a quelques mois. Vous voyez des patients qui sont immunisés et qui attendent un donneur vivant. Ils ont une désimmunisation, là où on va faire deux choses, à la fois des plasmaphéreses et des IVIG. Et vous voyez que c'est ce graphe qui est intéressant, c'est vous voyez la survie des patients selon différents schémas thérapeutiques. Donc ceux qui ont eu une désensibilisation et qui ont été greffés ont une meilleure survie que les patients qui ont été soit dialysés ou transplantés sans désimmunisation, soit que les patients qui sont restés malheureusement en dialyse. Donc même dans des conditions de greffe compliquées, de greffe un peu extrêmes, avec la présence d'anticorps anti-HLA, finalement, il vaut mieux avoir une désimmunisation et être transplanté, globalement, que de ne pas pouvoir être transplanté. Il y a ensuite des molécules qu'on va utiliser pour essayer de détruire les cellules qui fabriquent des anticorps. Donc, la première, c'est le rituximab. Ça va tuer les lymphocytes B. C'est surtout utilisé, ça a été utilisé initialement dans le lymphome. C'est utilisé maintenant dans la désensibilisation et dans le traitement du rejet aigu lié aux anticorps. Et vous voyez que globalement, ça marche. Ici, ce sont des patients qui ont eu une désensibilisation par des immunoglobulines et du rituximab. 20 patients, il y en a 16 qui ont été transplantés, soit en recevant le rein d'un donneur décédé, soit en recevant le rein d'un donneur vivant. La survie des patients, 100% à 1 an. Survie des greffons, 94%. C'est relativement honnête pour ce niveau de risque de transplantation. En revanche,
vous voyez qu'il y a un prix à payer, c'est qu'il y a 50% des patients qui ont fait un rejet aigu. On considère qu'aujourd'hui, le taux moyen de rejet aigu dans un centre de transplantation, c'est environ 15%. Donc il va y avoir beaucoup plus de rejets, beaucoup plus de complications, beaucoup plus d'immunosuppression, beaucoup plus de risques d'infection et à long terme, possiblement de cancer. Le bortezomib, le Velcade, c'est une molécule que vous connaissez peut-être, qui est utilisée dans le myélome pour réduire la production de l'immunoglobuline du myélome. C'est également utilisé pour le traitement du rejet aigu lié aux anticorps ou pour la désensibilisation. Globalement, on sait que ça marche plutôt bien pour le rejet aigu humoral. Pour la désensibilisation, il y a des études qui sont en cours. Il n'y a pour l'instant pas de résultats qui sont publiés. Donc je ne pourrais pas vous dire si effectivement c'est aussi efficace, plus efficace que les autres stratégies. Donc par exemple, comment on peut faire et comment ça se passe quand on fait une désimmunisation? Au moment où on va commencer la désimmunisation, d'abord on va débuter une immunosuppression traditionnelle de transplantation. C'est-à-dire qu'avant même d'être transplanté, le patient va recevoir les médicaments immunosuppresseurs d'une transplantation. Et puis il va avoir, de façon séquentielle et combinée, le plus souvent des échanges plasmatiques ou de l'immunoabsorption et des immunoglobulines polyvalentes. Et puis souvent, à l'issue de ce traitement, on va faire une cure de rituximab. Vous voyez que, alors même que le patient n'est pas transplanté, alors même qu'on n'est pas sûr que le patient va être transplanté, il va être exposé à une immunosuppression extrêmement importante. À partir de ce moment-là, il va y avoir une priorité interrégionale. On va surveiller régulièrement les anticorps et on va soustraire les spécificités qui vont passer en dessous du seuil. On va garder cette période de priorité pendant environ 3 mois. Soit le patient est transplanté, soit le patient a un arrêt de priorité. Après, il peut être transplanté, mais hors priorité. Donc c'est un enjeu qui n'est pas nul de donner autant d'immunosuppresseurs pour un patient qui n'est pas encore transplanté et qui peut-être ne sera pas transplanté. Bon, je pense que je ne suis pas très en avance, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais globalement, ça résume ce que je vous avais dit. Donc, la controverse qui anime les centres de transplantation, c'est la suivante. C'est que ces traitements de désensibilisation, de désimmunisation, clairement, ils exposent le patient à un risque d'immunosuppression supplémentaire qui est important. On n'a pas beaucoup de données parce que vous voyez que ce ne sont pas des nombres de patients extrêmement importants, mais on sait que l'utilisation de ces médicaments, les échanges plasmatiques, le rituximab, le bortezomib, ça expose à des risques infectieux, d'autant que les patients ont d'autres immunosuppresseurs, qui ne garantissent pas l'accès à la transplantation. C'est-à-dire que potentiellement, on va faire courir un risque alors qu'on n'est pas sûr que le patient va pouvoir bénéficier du traitement qu'on espère pouvoir lui donner en lui faisant prendre ce risque. Et ça ne garantit pas non plus le succès de la transplantation, qui reste à plus haut risque et avec des résultats qui sont inférieurs. Néanmoins, et c'est pour ça qu'il y a une controverse, enfin une controverse, en tout cas un débat, c'est qu'il s'adresse à des patients qui n'ont aucun accès raisonnable à la transplantation. C'est-à-dire que quand vous avez un TGI à 97%, voire des patients qui ont un TGI à 100%, en priorité nationale, vous imaginez bien que ces patients ne seront jamais transplantés. Qui doivent être sélectionnés. Alors, ils doivent être sélectionnés parce que le risque n'est pas nul, qu'il faut que ces patients, entre guillemets, puissent supporter ce qu'on leur fait subir. Et surtout, ils doivent être informés et pouvoir prendre une décision la plus éclairée possible. Voilà. Voilà, je vous remercie.